Donc, le but de réanimation hémodynamique, c'est évidemment, encore une fois, d'essayer d'optimaliser la perfusion tissulaire. Et donc, quand on va essayer de mesurer quelque chose, autant mesurer directement le produit final plutôt que d'essayer de passer par des éléments intermédiaires. Et donc, souvenons-nous, et je pense que je l'ai déjà dit, mais c'est important de le répéter, que l'insuffisance circulatoire, c'est effectivement un problème de perfusion au niveau des tissus qui fait qu'effectivement, à la fin, les cellules ne reçoivent pas assez d'oxygène à utiliser et qu'effectivement, dans ce contexte-là, il peut en résulter un certain niveau de dysoxie au niveau tissulaire. Et donc, ça a déjà été montré par Christian Richard. Cette relation est extrêmement importante parce qu'effectivement, ça nous montre bien qu'il y a toute une phase ici au départ dans laquelle, in fine, les organes sont certes modérément hypoperfusés, mais arrivent encore à consommer la quantité suffisante d'oxygène à ce moment-là. Pour monitorer la survenue des événements, on peut prendre la SVO2, on peut prendre d'autres marqueurs, et nous allons pouvoir discuter un petit peu lesquels semblent les plus pertinents pour les diverses choses que l'on veut tenter d'éviter. Au niveau tissulaire, n'oublions pas qu'effectivement le lactate est un excellent marqueur que quelque chose est en train de survenir, parce qu'effectivement, on sait que quand le lactate commence à monter, c'est parce que, par définition, est en dessous de cette VO2 critique chez ces malades. Et donc, un des points qui doit être évidemment soulevé, c'est que se passe-t-il quand on est dans ce niveau où la VO2 commence à diminuer et quelles vont être les relations cellulaires qui vont survenir à ce moment-là. C'est clair qu'un des points qui survient, comme le montre bien l'augmentation du lactate, c'est l'hypoxie. N'oublions pas que l'hypoxie ne veut pas être soutenue pendant un temps prolongé. Et vous allez me dire alors, mais qu'est-ce qui survient au niveau de ces cellules? Elles meurent toutes. Certaines vont peut-être mourir, mais d'autres vont tenter de s'adapter. Et s'adapter, c'est ce qui va se passer, ce qu'on appelle un phénomène de conformance en oxygène. En d'autres termes, si rien ne se passe, si on reste dans un métabolisme strictement normal pour une cellule, lorsqu'on a un mismatch entre la production d'ATP et la demande en ATP, on va avoir une cascade d'événements extrêmement délétères pour la cellule qui vont survenir et qui vont terminer en rupture membranaire et mort cellulaire. Ceci survient en quelques minutes, quelques heures grand maximum, si rien ne se passe. La plupart des cellules vont tenter de réguler leur métabolisme pour tenter de survivre à ces conditions extrêmement difficiles et vont faire en sorte qu'effectivement, le peu d'oxygène qui arrive à la cellule va être utilisé par celle-ci pour justement maintenir les fonctions vitales, quitte à ne pas l'utiliser pour d'autres fonctions moins essentielles pour la cellule en elle-même, mais même si elles sont essentielles pour la fonction de l'organe. Et ce phénomène de conformance a été montré au laboratoire de manière extrêmement fréquente par surtout l'équipe de Paul Shoemaker à Chicago, qui a montré qu'effectivement, ici pour des hépatocytes de poulet, on pouvait voir qu'effectivement, on a une diminution extrêmement importante de la consommation d'oxygène qui peut survenir de manière relativement prolongée et que, en remise en condition d'oxygénation plus ou moins normale, les cellules reprenaient une fonction strictement normale. Et dans d'autres cellules, c'était montré également, le myocarde, etc., etc. Donc il n'y a pas effectivement que les marmottes qui peuvent hiberner, les cellules de mammifères plus évoluées peuvent également hiberner dans certaines circonstances. Et donc nous avons plusieurs marqueurs qui vont nous indiquer qu'à ce moment-ci, à un moment donné, il y a un problème dans le système. C'est la SVO2 qui est la balance entre le transport en oxygène et la consommation d'oxygène, et le lactate qui est la balance entre la consommation actuelle en oxygène et le transport et la demande actuelle en oxygène. Dans certaines circonstances, et en particulier au sepsis, on peut avoir un shift vers la droite de ces problèmes, et donc on peut avoir le transport en oxygène qui devient limitant à une valeur beaucoup plus élevée de transport en oxygène par rapport aux situations normales. Et ceci a été montré également au laboratoire de manière très très fréquente, avec ici ces travaux relativement anciens déjà qui montraient effectivement ce shift vers la droite de la DO2 critique chez ces animaux.
dans les variables que l'on peut mesurer, comme vous le voyez, il y a effectivement le lactate, mais d'autres variables ne sont pas toujours très très explicites. Et j'ai pris cet exemple par exprès, puisqu'effectivement c'est une hémodynamisation sévère. Et vous voyez que si on voulait mesurer le débit cardiaque, par exemple, chez ces animaux, on aurait été bien incapable de dire à quel moment le débit cardiaque va devenir insuffisant. Parce que vous voyez que de manière compensatrice à la chute d'hémoglobine, on voit que le débit cardiaque va augmenter, 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 et puis à un moment donné, on est aux limites d'équilibration du système, et là on a une chute catastrophique et rapide qui survient. De même, si on regarde la pression artérielle, on a aussi quelques difficultés, parce qu'on voit cette pression artérielle qui descend gentiment, et puis c'est que lorsqu'on est passé largement en dessous de ce critical point, qu'on voit tout à fait que ça descend. Et vous voyez que d'ailleurs, de base, les chiffres de pression artérielle qu'on a encore ici sont parfois largement supérieurs à ceux que l'on pourrait avoir chez nos malades. Par contre, au niveau du lactate, vous voyez qu'effectivement, ce sont des valeurs tout à fait classiques, et dès qu'on passe au-dessus de 2, pouf, ça monte en flèche, signant effectivement qu'on est passé en dessous de la DO2 critique. Par ailleurs, si on regardait le taux d'hémoglobine, là aussi on va être un petit peu embêté. On voit que l'hémoglobine, elle descend. On est ici aux alentours de 3, l'animal qu'on pense. Et puis dans ces niveaux-ci, on descend en dessous de 2 et pouf, ça ne va plus du tout. Donc vous voyez qu'effectivement, c'est extrêmement difficile sur les variables classiques de voir quand le système va décompenser. Par contre, prendre du lactate, voire un gradient de PCO2, puisqu'effectivement, vous voyez qu'ici, un gradient de PCO2, là aussi, il descend ou il reste stable, et puis une montée abrupte lorsqu'on est au niveau de la DO2 critique. Donc le lactate ou la DO2 critique vont être des éléments extrêmement importants ici pour nous dire où on en est. Donc l'évaluation au lit du malade de la relation VO2 et DO2 serait théoriquement la meilleure chose à faire. Il est clair que tous ici, nous sommes convaincus que c'est extrêmement difficile à faire et non réalisable, même si de manière individuelle, pour un patient donné dans une étude, on pourrait éventuellement le faire. Et donc, si on a passé à d'autres marqueurs, les O2, certes, nous donnent un exemple, ça commence à devenir altéré, mais on n'est probablement pas encore toujours à fait au niveau de la DO2 critique. Et par contre, le lactate et le gradient veineux artériel en CO2 qui vont nous aider pour dire on approche, voire on est passé le niveau de DO2 critique. Et donc les données pour le lactate sont extrêmement nombreuses, qui montrent qu'effectivement, plus le lactate est élevé, plus la mortalité est élevée, aussi bien en soins intensifs qu'à l'hôpital. Et de même, quand on mesure cela aux urgences, on peut se rendre compte qu'effectivement, on a un décès dans les 3 jours qui peut être très 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 bien prédit par les niveaux de lactate relativement élevés ici. Je vais passer rapidement sur le fait que le lactate a une valeur pronostique additionnelle par rapport à la pression artérielle. Et donc, même si la manière d'organiser la session a été « je veux ceci plutôt que cela, il est clair qu'au lit du malade, il vaut mieux être multimodal et prévoir plusieurs cibles thérapeutiques et pas exclusivement une seule cible. Et donc, c'est clair que le lactate a une valeur additionnelle par rapport à la pression artérielle. On pourrait dire dans l'autre sens également que pour un même niveau de lactate, une pression artérielle a un niveau intéressant également en termes de pronostic. On est tout à fait d'accord. Et donc c'est clair que quand on a à la fois l'hypotension et le lactate élevé, c'est la situation la plus mauvaise qu'on peut imaginer. Peut-être aussi un point extrêmement important pour le lactate, c'est que même des niveaux relativement modestes, qui sont souvent totalement négligés par la plupart des cliniciens, sont déjà associés à un mauvais devenir. Regardez ici, des valeurs entre 1,5 et 2, que la plupart d'entre nous vont considérer comme quasiment normales, voire normales, sont déjà associés à un doublement du risque de décès par rapport à un lactate strictement normal. Et ceci a été retrouvé également avec toute grande banque de données, comme ici la Surviving Sepsis Campaign, 30 000 patients. On voit qu'effectivement, passer d'un lactate de 1 à un lactate de 2 est déjà associé à un quasi-doublement du risque de décès chez les patients. Et forcément, ça va de moins en moins bien quand le niveau de lactate augmente encore. Alors, le lactate, est-ce qu'il est d'origine hypoxique ou non? Au départ, en tout cas, à l'admission, très souvent il l'est. Par après, ça le devient un petit peu moins. Mais aussi bien le lactate que le lactate pyruvate ont tous les deux une valeur pronostique non négligeable, au départ en tout cas. Et ce qui est intéressant, c'est de se rendre compte qu'au bout de quelques heures, quelques jours, le lactate, même s'il reste élevé, est beaucoup plus rarement d'origine hypoxique. Et donc, ceci rejoint ce que Bruno Lévy disait ce matin, c'est qu'effectivement, lorsqu'on est de manière prolongée avec une hyperlactatémie, il faut penser à autre chose qu'à un phénomène hypoxique chez les patients.
Est-ce qu'on peut est-ce qu'on peut utiliser le lactate comme cible thérapeutique? Probablement oui. Essayer d'obtenir la plus grande décroissance de lactate est associé à un risque de décès moins important. Et donc, sur les relativement larges bandes de données, on peut voir qu'effectivement, une normalisation de lactate est même encore meilleure qu'une diminution relativement importante du lactate. Alors, est-ce que ça influence le devenir? Il y a cette étude-ci qui est à peu près la seule grande étude qui a testé cela, quasiment un peu significatif ici, et peut-être plus intéressant lorsqu'on regarde une méta-analyse des quelques études disponibles. Restons honnêtes, il faut faire attention que certaines de ces études ont un collectif de malades assez moyens, et certaines sont non seulement assez moyens, mais c'est publié dans des langages qui ne sont pas toujours des langages internationaux. On voit qu'effectivement, il y a une diminution de mortalité significative quand on fait des méta-analyses. Donc je pense que ça mérite encore une confirmation, mais c'est un signal relativement intéressant. Les SVO2, c'est un autre aspect, avec effectivement, là aussi, l'étude de Rivers dans le goal direct thérapie qui était assez intéressante, et donc, effectivement, une mortalité nettement diminuée, avec plein de critiques parce que c'est une monocentrique, avec certains facteurs confondants, et en particulier, très peu de malades semblent faire une différence dans cette étude, et donc, les études randomisées multicentriques n'ont pas vraiment confirmé cela, avec d'autres critiques forcément à ce niveau-là. Et entre autres le fait que les protocoles utilisés étaient peut-être pas tout à fait performants, puisqu'on avait déjà au départ beaucoup de patients qui avaient le but thérapeutique en termes de SVO2, et qu'au fil du temps, on ne bougeait pas vraiment la proportion de malades qui obtenaient le but. Donc, in fine, on mesurait des choses, mais on les modifiait très 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 peu. Un autre facteur extrêmement important, c'est qu'on le mesurait certes, mais à certaines heures et certains jours, puisqu'effectivement, il n'y avait pas d'inclusion le week-end, il n'y avait pas d'inclusion la nuit, et on peut se poser la question de quel est le facteur quand on mesure ce genre de choses. Est-ce que c'est pas une médecine protocolisée n'est pas plus utile quand c'est en dehors des heures ouvrables et des jours ouvrables? Et donc ça, c'est évidemment un point confondant extrêmement important. Et peut-être pour terminer, le phénomène qui me frappe encore le plus, c'est qu'on parle de malades sévères, et 20% de ces malades ne vont jamais dans les services de soins intensifs, même s'ils ne meurent pas, signe qu'effectivement ces malades étaient très 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 légers, puisqu'en quelques heures, tous les problèmes sont résolus chez ces malades, ce qui semble complètement illusoire pour un patient en choc septique qui est censé avoir un lactate au-delà de 4 et une hypotension réfractaire au liquide. Une SVO2 élevée est quand même également un problème, et donc ça devient plus compliqué dans notre interprétation, puisque ça veut dire qu'effectivement une SVO2 basse est abnormale dans la plupart des cas, mais qu'une SVO2 élevée ne peut pas exclure des zones d'hypoperfusion, et donc on n'est pas toujours à l'abri de problèmes dans ces cas-là. Et donc c'est là où on suggère, ou je suggérerais comme dernier point pour évaluer la perfusion tissulaire et l'oxygénation tissulaire, c'est de regarder la différence véno-artérielle en PCO2, qui est un peu lié au débit cardiaque. Certes, il y a un certain lien ici, mais vous voyez qu'effectivement il y a une variabilité pour un niveau de débit cardiaque extrêmement importante. Et que, par contre, pour les patients qui ont une SVO2 normale, elle apporte une valeur pronostique relativement intéressante. Et ceci a été confirmé maintenant par plusieurs études qui nous montrent qu'effectivement, quand le gradient est élevé et reste élevé, on a une dysfonction d'organes extrêmement importante. Quand le gradient est bas et reste bas, la dysfonction d'organes est basse, et on est intermédiaire dans les autres cas. Et que, plus intéressant encore, si on fait le gradient de véno-artériel en CO2 divisé par la différence artério-veineuse en oxygène qui reflète le quotient respiratoire, eh bien, à ce moment-là, on peut, semble-t-il, évaluer l'hypoxie, puisque lorsqu'on augmente le transport en oxygène, on a, chez ces patients qui ont un gradient élevé ici, on a également une augmentation de leur consommation d'oxygène pour la même augmentation de transport en oxygène que chez les autres patients, ce qui exclut tout couplage mathématique, bien évidemment, dans ces conditions-là. Pour terminer, c'est une valeur pronostique additionnelle par rapport au lactate, puisque quand on a à la fois un lactate normal et un rapport ici normal, on est effectivement avec le meilleur devenir, ce qui n'est pas le cas dans les autres situations. Alors vous allez dire, est-ce qu'on peut mesurer la PO2 tissulaire? Ça, c'est totalement illusoire, puisque la plupart des techniques qui mesurent la PO2 tissulaire ne tiennent pas en compte, malheureusement, l'hétérogénéité. Et quand on a une hétérogénéité de flux, on a une hétérogénéité de PO2, et on va mesurer une PO2 moyenne d'une pièce de tissu. Et donc, toutes les techniques qui utilisent les électrodes de Clark ou qui utilisent les saturations locales sont malheureusement peu sensibles à cela et donc peu valables dans le sepsis, malheureusement.
Et donc, pour terminer, quand est-ce qu'on doit appliquer ce genre de techniques? Si on les applique, c'est évidemment dans la phase précoce d'optimalisation. Par après, bien évidemment, il faut s'abstenir de poursuivre des manœuvres de réanimation qui deviennent peu utiles dans les phases de stabilisation.